Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie Thévenet, Customer Success Manager chez Workello. Et donc, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde qui a pour thème un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Workello, qui est la gestion des départs, autrement dit l'offboarding. Aujourd'hui, quand on parle d'expérience collaborateur, la plupart des entreprises mettent l'accent sur l'intégration. Et c'est d'ailleurs la première brique, l'onboarding, c'est la première brique utilisée et déployée par la plupart par tous nos clients chez Workello. Parce que c'est un levier essentiel pour bien intégrer pour un collaborateur au sein de l'entreprise. Mais chez Workello, nous sommes convaincus que l'expérience collaborateur ne s'arrête pas à son arrivée et se poursuit tout au long de son expérience au sein de l'entreprise, dans la vie au sein de l'entreprise, et ce jusqu'à son départ. Bien gérer un départ, ça ne s'improvise pas. Au contraire, c'est même stratégique, et ce, peu importe la typologie de départ, donc un départ volontaire, une fin de contrat ou un départ en retraite, et même un licenciement. Et donc, c'est ce qu'on va aborder avec les deux intervenantes qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Donc, nous sommes en présence de Laura. Alors, je vais reprendre mes petites notes. On se connaît bien pourtant. Laura Machado, responsable emploi et développement des compétences chez Groupe Valoffice. Vous avez utilisé la brique offboarding de Workello depuis septembre 2024 et vous allez donc nous apporter votre retour d'expérience sur cette partie-là. Et Camille Chabrolin, donc avocate au barreau de Paris et juriste chez Canoun. Donc vous allez nous apporter un éclairage juridique sur les obligations, les bonnes pratiques juridiques, l'importance de la conformité et l'évitement des risques légaux pour les entreprises. Mais je vais essayer, c'est un beau programme. Peut-être deux petits mots sur Canoun parce que... Ah, avec plaisir. Merci. Donc comme Workello, nous on est un SaaS, donc on a cofondé avec Legal Place un SaaS avec un accompagnement illimité d'avocats. Donc on met à disposition de nos clients des trames, des infographies et des questionnaires intelligents qui permettent à nos clients de générer des actes, des contrats, des règlements intérieurs, des licenciements, des lettres de convocation, etc., etc. Et l'accompagnement d'un avocat en illimité, dans la limite évidemment de certaines prestations. Je fais pas des PSE en illimité, mais en tout cas tout le day-to-day et toutes les ruptures individuelles rentrent dans l'abonnement. Voilà. Merci Eugénie. Merci pour cette présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des questions à l'une et à l'autre. Après, nous conclurons. Et bien sûr, il y aura toute une partie de questions-réponses. Vous n'hésiterez pas à poser toutes vos questions à nos intervenants. Donc, la première question va s'adresser à vous, Camille. Quels sont pour vous les enjeux des départs pour une entreprise ? Pour une entreprise, je pense, quelle que soit sa taille, qu'on soit un ETI, une PME ou une grande entreprise, les principaux enjeux d'une rupture, ça va être de la sécuriser, d'une part, et d'autre part, d'anticiper les coûts. Sécuriser la rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire la procédure. Donc, quel est le motif de rupture? Est-ce qu'on est sûr qu'on est sur un licenciement pour faute grave, pour insuffisance professionnelle? Si le salarié démissionne, bien vérifier est-ce qu'il formule des griefs ou pas contre l'entreprise pour éviter un risque prud'homal derrière. Une fin de CDD pareil, bien vérifier la date. Et puis la procédure, parce que du motif de rupture va découler des procédures différentes. En termes de durée, un licenciement pour faute grave, on n'a pas de préavis. Un licenciement pour insuffisance professionnelle, il y a un préavis qui va différer en fonction de la convention collective et de la classification du collaborateur. Donc, sur ce point-là de sécurisation, on a un travail un petit peu de réflexion à opérer. Après, on a des automatismes qui se créent évidemment parce qu'on connaît la convention collective, etc. Anticiper les coûts, je pense que c'est hyper important aussi. Ça découle du motif de rupture qu'on aura choisi, puisque faute grave, eh bien, il n'y a pas d'indemnité de licenciement ni d'indemnité compensatrice de préavis, ce qui n'est pas le cas pour un licenciement pour insuffisance professionnelle, où on va devoir payer des indemnités aux collaborateurs. Pour les contrats courts, la même chose, et bien vérifier est-ce qu'on doit ou pas payer une indemnité de précarité aux collaborateurs. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux points-là qui sont importants. Et je rajouterais quelque chose que je vois vraiment trop souvent
c'est la mauvaise gestion de la clause de non-concurrence. Quand une entreprise met systématiquement dans les contrats de travail une clause de non-concurrence, bien souvent, l'écueil, c'est à la fin, 99% des clauses de non-concurrence sont levées, et si on la lève pas, c'est automatique, ça tombe comme la guillotine, il faut payer l'indemnité. Généralement, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que quand l'entreprise est à l'origine de la rupture, c'est-à-dire décide de mettre fin au contrat via un licenciement ou une rupture conventionnelle homologuée, on a le réflexe et les clients pensent à lever la clause. Par contre, là on le voit souvent, c'est que quand la clause est rédigée d'une telle manière où la clause non-concurrence s'applique en cas de période d'essai, quand le salarié met fin à sa période d'essai, ça va très vite. Et bien souvent, les clients oublient de l'élever et on se retrouve à devoir payer. Et de la même manière pour les démissions. Donc pour moi, c'est vraiment ces 3 points-là qui sont essentiels. Très clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Laura, je vais vous demander par rapport, alors avant de vous lancer sur l'onboarding avec Workelo, quels étaient les principaux irritants que vous rencontriez chez Groovale Office? Quels sont les obstacles auxquels vous avez voulu répondre, enfin, que vous avez dû régler? Sur la partie offboarding, c'est vrai qu'à partir du moment où on sait qu'un collaborateur nous quitte, on a tout un tas de démarches administratives et logistiques à mettre en place, notamment la récupération du matériel informatique, du PC, du smartphone, tout ce qui va être badge d'accès. Nous, on l'a pas forcément précisé, mais moi je suis partie d'un organisme de logement social qui est à la fois promoteur immobilier. On a un groupe de 1000 collaborateurs, mais on a certains métiers qui sont logés. Donc le départ d'un collaborateur qui est logé peut engendrer aussi énormément de démarches administratives à lancer, à anticiper surtout. Et donc c'est vrai que avant que nous mettions en place le offboarding, ce qu'on a depuis septembre 2024, avant qu'on le mette en place, effectivement, nos responsables ressources humaines géraient effectivement au cas par cas, mais il y avait forcément le risque zéro n'existait pas, des risques d'oubli, un manque d'anticipation parfois. Donc c'est vrai que ça a été les premiers éléments qui nous ont incités à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus formalisé, de beaucoup plus fiabilisé. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans ce processus? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement, une décision stratégique? Alors c'est quelque chose à laquelle on réfléchissait déjà, mais ce qui a été le déclic, si je puis dire, c'est que notre direction générale nous a demandé des indicateurs sur les motifs de départ. Et qu'effectivement là, alors sur certains motifs de départ c'est facile d'avoir l'info, on a le nombre de RC, de rupture conventionnelle, le nombre de départs en retraite, mais typiquement pour les démissions, ce qui était intéressant c'était de savoir pourquoi les collaborateurs nous quittaient. Et donc là, on n'avait pas forcément d'indicateurs, on n'avait pas forcément de données. On a mis en place dans un premier temps un questionnaire Teams dès que le collaborateur nous quittait, mais il n'était pas forcément enclin à répondre, à être honnête. Il se doutait forcément que ça pouvait ne pas être anonyme. Donc c'est ce qui nous a poussé à un peu accélérer la réflexion et à nous tourner vers Workelo, sachant qu'on avait déjà mis en place l'onboarding 2 ans avant. Donc on savait à peu près comment ça allait s'organiser et donc on a enclenché les choses. Très bien. Alors Camille, vous nous avez déjà un petit peu expliqué justement un peu les obligations minimales côté entreprise à adresser. Est-ce que vous avez été témoin, de par votre expérience, à des grandes erreurs commises par les entreprises par méconnaissance aussi de leurs obligations? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà assisté et auquel vous avez dû accompagner dans le cadre de votre expérience? Les erreurs, il y en a beaucoup. Évidemment, se tromper sur le motif, oublier de lever la clause de non-concurrence, se tromper dans les délais, on vient un petit peu d'en parler. Je pense que on en avait un petit peu parlé quand on a préparé la table ronde, mais moi l'écueil que je vois souvent, le mauvais réflexe en dehors de tout ce que je viens d'évoquer, c'est parfois la bonne volonté, de façon assez paradoxale, c'est-à-dire que aujourd'hui on parle beaucoup de transparence salariale, etc. Et moi je constate que en voulant bien faire, enfin l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qu'en voulant bien faire, parfois on se trompe et on met à risque l'entreprise. Par exemple, dans le cadre d'une négociation de RC, dans un souci de transparence, on va vouloir dire aux salariés, parfois vraiment gentiment, sans forcément vouloir le pousser, mais en disant faut que t'acceptes, parce que sinon derrière procédure de licenciement. Mais ça on peut pas le dire parce que on ne peut pas dire aux salariés qu'on a décidé de le licencier. La décision de licenciement ne doit intervenir qu'après
l'entretien préalable. Et tant qu'on n'a pas eu l'entretien préalable, on doit être en réflexion. Donc il faut être très vigilant sur ce qu'on dit aux salariés dans le cadre d'une négociation de RC, même si on veut bien faire. Et toujours dans ce souci de transparence et de bien faire, moi j'ai vu des RH qui, eh bien, dans le cadre de sortie de cadres dirigeants, eh bien, ont envoyé les lettres de licenciement pour avis. C'est pareil, elles pensaient bien faire, mais en fait, on peut pas. Il faut vraiment respecter la procédure, et si on la respecte pas, eh bien, on a un risque prud'homal. Et toujours dans ce souci de transparence, j'ai des clients, notamment de la tech, qui sont extrêmement investis sur des notions de RSE, etc. Quand un collaborateur part, ils avaient envie de faire une communication extrêmement transparente sur les motifs du départ, qu'est-ce qui avait conduit l'entreprise à mettre fin au contrat, etc. Et là, c'est pareil, on ne peut pas faire ça. Parce que même s'il faut communiquer, et il faut trouver la balance entre qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, mais on peut pas expliquer le détail des fautes qui ont été commises par le salarié, parce que c'est une humiliation publique. Et là, au-delà d'avoir un risque de harcèlement moral dans l'éventualité d'un contentieux prud'homal, peut même être pénal. Donc parfois, quand on veut bien faire, on fait pas bien, et c'est ce que je voulais dire ce matin pour répondre à cette question. Tout à fait. D'ailleurs, on en avait un petit peu parlé. Alors, dans votre expérience passée, alors pas forcément chez Groupe Val d'Office, mais même dans d'autres expériences précédentes, est-ce que vous avez justement assisté à des départs mal gérés au sein de l'entreprise, et c'est justement ces problématiques-là que vous avez cherché aussi à adresser avec Workelo. Et alors je pense justement, on en avait parlé, c'était notamment la non-communication des départs, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, dans ma carrière, effectivement, j'ai vu des cas dans d'autres structures où, pour des raisons peut-être politiques, on passait certains départs sous silence pour différentes raisons. Et ce qui peut effectivement être problématique, puisque dans le cadre de procédures administratives logistiques que j'évoquais tout à l'heure, ça peut arriver que notre service informatique nous dise oui, mais moi ce salarié-là, je découvre qu'il est parti, mais il est parti avec le PC, il est parti avec toutes les données, il est parti avec le badge d'accès, etc. Et donc c'est vrai que quand on parle off-boarding, on a tendance à se dire que ça concerne l'ARH, le collaborateur, éventuellement le manager, mais ça concerne aussi d'autres acteurs, et notamment les moyens généraux, la DNSI, mais d'autres selon la culture de l'entreprise. Donc c'est vrai que ça peut des fois poser problème. Donc, en termes de communication, le parcours off-boarding nous a permis d'éviter cet écueil-là. Et aujourd'hui, quel que soit le motif de départ, parce qu'on a 8 parcours off-boarding qui sont programmés, quel que soit le motif de départ, à partir du moment où on enclenche dans la bécane le départ, le process s'automatise, et ça c'est un vrai plus, et ça permet de mettre tout le monde au courant. On parle de notion de confidentialité quand il y a lieu, donc ça c'est prévu dans certains parcours, mais ça permet au moins que chacun puisse anticiper les actions qu'il a à réaliser selon son rôle. Oui, parce que j'allais en parler. C'est vrai qu'on a conscience du coup que, en France en particulier, on a tout un cadre légal à respecter dans le cadre de départ de l'entreprise, donc qu'il soit volontaire ou dans le cadre d'un licenciement. Donc il y a des actions communes à l'ensemble de ces départs, à toute typologie de départ. Et effectivement, sur Workelo, comme chacun sait, on a la possibilité de personnaliser les parcours. Donc on peut avoir un parcours stock avec toutes les actions communes, puis ensuite des parcours par spécificité. Donc vous avez créé ces spécificités-là sur Workelo. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types de spécificités à peu près que vous avez pu... Je vais essayer de m'en souvenir sans regarder mon anti-sèche. On a effectivement créé un parcours le plus classique de démission, de rupture conventionnelle, de fin d'un CDD, de rupture de période d'essai, de rupture d'un contrat d'apprentissage, de no-show, et il m'en manque donc, mais tout ça pour dire qu'effectivement, là, dans les exemples en tout cas que je viens de vous donner, on est sur des parcours qui sont plus ou moins longs. Je crois que le plus court, c'est le no-show chez nous. Du coup, on est sur un parcours qui dure 24 heures. Mais effectivement, ça permet, encore une fois, de fluidifier la transmission d'informations, que chacun puisse couper les accès s'il y a besoin, récupérer les infos, etc. Prévenir les personnes adéquates. Donc, on a créé 8 parcours au total. J'avais trouvé intéressant durant notre discussion parce qu'effectivement, vous m'aviez parlé de ce parcours no-show. Et en fait...
on aurait pu se dire, mais il suffirait d'arrêter un parcours d'intégration et de ne pas aller jusqu'au bout, et puis le parcours d'intégration est annulé et la personne ne vient pas. Et vous me faisiez remarquer mais il faut encore avertir les autres parties prenantes qui avaient prévu un ordinateur, qui avaient prévu d'ouvrir des accès, et que toutes ces personnes s'organisent pour faire machine arrière. Et donc, effectivement... Oui, et puis il n'y a pas que les acteurs internes. Là, on parle effectivement des acteurs internes, mais on a les acteurs externes. Et je pense notamment au contrat d'apprentissage. Alors, nous, dans notre structure, on en a beaucoup. On est très actif sur l'apprentissage, mais effectivement, quand on a un jeune collaborateur, un jeune apprenti qui décide de rompre son contrat d'apprentissage ou qui ne vient pas, derrière nous, ça a des impacts auprès de l'école et auprès de l'OPCO. Et donc, ça permet d'automatiser, en fait, ça enlève honnêtement de la charge mentale, oui, c'est ça. De se dire que voilà, je sais qu'à partir du moment où j'intègre ce départ-là dans Workello, Workello va me rappeler en temps voulu qu'il faut prévenir tel et tel acteur de ce départ. Oui, très clair. On a beaucoup parlé des obligations côté entreprise. Ce qui serait intéressant aussi d'adresser, c'est les obligations aussi côté collaborateur, leurs droits et les devoirs. Vous en parliez tout à l'heure, il y a notamment le sujet de la clause de non-concurrence. Est-ce que vous avez aussi d'autres sujets côté collaborateur, des obligations, des droits auxquels il faut penser dans le cadre de la gestion de leur départ ? Alors, dans le cas de la gestion de leur départ, la question c'est les obligations des salariés ou les obligations des employeurs ? En quoi ça se matérialise dans le cadre d'un départ ? Alors, pour aller dans l'idée, c'est je vais poser une question vicieuse. Donc, je suis une entreprise, un solde de tout compte a été signé par les deux parties, mais on s'aperçoit que le matériel n'a pas été rendu. Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'ai la possibilité de bloquer le paiement du solde de tout compte contre la récupération du matériel informatique? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Et si ça n'est pas possible, quelles sont mes possibilités et quels sont les devoirs côté collaborateur à partir du moment où il n'a pas rendu son matériel? Ok, donc un collaborateur qui rend pas son matériel. Par exemple. Eh bien, si le collaborateur ne vous rend pas son matériel, déjà, ce qu'il faut savoir, on en avait un petit peu parlé, je pense que tu as oublié une question sur les obligations des employeurs, sur les documents obligatoires. Mais en tout cas, le solde de tout compte, c'est un document où on retrace l'ensemble des sommes qui vont être versées au salarié dans le cadre de sa sortie. Vous devez le remettre au collaborateur après son départ effectif, qu'il faut faire le bulletin de paye. Et avec ce document, vous devez remettre le certificat de travail, attestation, je disais Pôle emploi, mais je suis une des personnes, France Travail. Et donc, ces trois documents-là, vous devez les remettre obligatoirement dans un temps, ce que nous dit le Code du travail, raisonnable. Mais le temps raisonnable, la jurisprudence nous dit c'est grosso modo 15 jours, mais bon, il faut avoir le temps de faire le bulletin de salaire. Évidemment, si on les rend pas, on a des risques de paiement de dommages et intérêts, voire même pénal, mais bon, le procureur instruit pas tous les matins ce genre de dossier. Ce qu'il faut garder en tête sous le solde de tout compte, c'est que, et sur les documents de fin de contrat, ce que nous dit le Code du travail, alors ils sont quérables et pas portables. Alors c'est un petit peu des mots barbares, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, si on suit le Code du travail, le salarié doit venir les chercher. Et vous n'avez pas l'obligation de les envoyer. Donc, si vous gardez avec vous les documents de fin de contrat, le salarié en a besoin parce qu'il en a besoin pour s'inscrire à France Travail, pour récupérer son solde de tout compte. Ça permet d'avoir déjà un petit premier point pour récupérer le matériel. Parce que viens avec ton matériel, je te donnerai ton solde de tout compte. Aujourd'hui, c'est comme les congés payés. Et 99% des sociétés envoient les documents de fin de contrat par la poste. Et donc après, se pose la question de savoir comment on récupère le matériel. Tu me posais la question de savoir, le solde de tout compte. Petite parenthèse, le salarié aujourd'hui, personne n'accepte de signer les soldes de tout compte. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si le salarié ne signe pas le solde de tout compte, l'impact c'est que dans le cadre d'un contentieux, le salarié pourrait contester le montant des sommes qui sont mentionnées. Et c'est pas central. Si le salarié ne rend pas son matériel, la seule solution c'est de faire une mise en demeure par LRAR pour qu'il rende le matériel. Et s'il le fait pas, il faut assigner le conseil de prud'homme. Voilà. Très clair, merci. Je vais
Je vais faire un petit pont. J'ai envie de parler un peu de marque employeur. Parce que chez Workelo, on est persuadé que l'offboarding, c'est un bon levier pour la marque employeur. Est-ce que vous, Laura, vous ressentez ça et par quels moyens vous avez pu découvrir que ça pouvait améliorer la marque employeur pour le groupe Valoffice? Mais c'est vrai que de manière générale, les entreprises vont toujours penser en premier lieu à l'intégration et on ne pense pas forcément au départ des collaborateurs. Quand on a mis en place l'offboarding, on s'est vraiment attaché à ce que nos collaborateurs puissent rester ambassadeurs de l'entreprise après leur départ. On le sait, vaut mieux ne pas partir fâché quand c'est possible, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Sur notre secteur d'activité, en plus, on sait qu'on a des collaborateurs qui peuvent tourner. On a des collaborateurs qui sont partis et qui sont revenus, comme quoi on n'est pas si mal chez nous. Employé boomerang. Voilà, exactement. Donc effectivement, on a tenté dans cette démarche de réflexion autour de l'offboarding, de vraiment créer, de la même façon que pour l'onboarding, une démarche immersive, globale, vraiment une expérience pour le collaborateur qui se dise pas moi j'ai dit que je partais, à partir de ce moment-là plus personne me parle, on ne dit plus rien, j'ai plus mes accès même, ça peut arriver. Donc c'est vrai que ce qui a été aussi agréable avec cette expérience, c'est au-delà de l'aspect automatisation des tâches qu'on évoquait largement tout à l'heure, il y a aussi l'espace passation, l'espace communication, c'est que le collaborateur, ça peut paraître bête ce que je dis, mais à partir du moment où on sait qu'on part, peut-être mettre un message automatique sur Outlook pendant les 15 derniers jours, de manière à ce que quand on nous écrit, on nous dise je vais quitter l'entreprise à telle date. Pour ce sujet-là, vous pouvez vous adresser à telle personne, à tel groupe de personnes, etc. Ça permet vraiment une fluidité, ça permet aussi de la transparence. On l'a tous déjà vécu, à un moment donné, on appelle quelqu'un, on dit oui, mais il est parti. Ah bon, je savais pas. Voilà, donc c'est toute cette expérience-là qui aujourd'hui permet vraiment de répondre aux enjeux de la marque employeur. Et puis encore une fois, cette notion d'ambassadeur. Alors je sais que c'est pas forcément évident quand on parle de licenciement. Hein. Alors on n'en a pas évidemment tous les 4 matins, heureusement. Mais que ce soit pour une démission, même une rupture conventionnelle, on a des collaborateurs qu'on accompagne dans des nouveaux projets personnels. Voilà, donc ils peuvent continuer à être ambassadeurs, même à la retraite. Voilà, c'est pas parce qu'on part à la retraite qu'il se passe plus rien dans notre vie, c'est la deuxième partie de vie qui commence. On peut encore parler en bien de l'entreprise qui nous a accompagnés. Donc tous ces aspects-là aujourd'hui, c'était vraiment au service de la marque employeur. Et puis, vous utilisez aussi pas mal les questionnaires, et donc ça va aussi permettre aux collaborateurs encore présents dans l'entreprise finalement de bénéficier des retours des collaborateurs qui quittent l'entreprise et peut-être de faire des actions correctives, de mettre en place des actions correctives au sein du groupe Valoffice peut-être. Oui, exactement. On a mis en place des questionnaires qui nous permettent d'avoir des indicateurs sur le motif de départ et tout ce qui pourrait être amélioré en termes de processus, en termes d'organisation, en termes d'innovation. Donc ça, c'est quand même un recueil d'indicateurs assez intéressant. Ça nous permet de voir aussi sur des aspects un peu plus globaux la stratégie d'entreprise, est-ce qu'on communique correctement, est-ce que le salarié s'est senti vraiment pleinement investi dans la stratégie, est-ce qu'il a bien compris son rôle, le management aussi d'un point de vue global au sein du groupe, est-ce qu'on a une culture managériale qui est appropriée, est-ce qu'on n'a pas des actions correctives à mettre en place. Donc tous ces questionnaires-là nous ont permis de mettre en lumière certaines petites difficultés sur lesquelles on peut ou pas agir, hein, évidemment tout n'est pas à la main de la DRH. Mais ça nous a permis de lever certains freins. Ouais. Et est-ce que vous constatez dès à présent des bénéfices concrets et des retours d'expérience de la part des différentes parties prenantes sur le nouveau processus chez le groupe Valoffice ? Oui, alors encore une fois, sur la partie diffusion de l'information en amont, on parlait tout à l'heure de récupération du matériel. Nous, on a mis cette partie-là vraiment bien avant le départ et on l'a fait au travers de tâches techniquement parlant et au travers d'événements. Donc on a vraiment la Workelo permet de prendre rendez-vous avec les différents services pour restituer le matériel, etc. Donc comme ça on est sûr qu'il ne part pas avec le matériel. Et puis c'est vrai que ça permet l'espace passation, hein. On prévoit dans le parcours de offboarding des temps d'échange collaborateur-manager, collaborateur successeur s'il est déjà là.
collaborateurs DRH qui permettent de se poser, d'échanger alors aussi bien sur la partie mutuelle, RH pur, solde de tout compte, etc. mais aussi passation, voilà, moi aujourd'hui sur tel dossier, voilà où j'en suis, donc je te laisse le dossier en l'état, comme ça la passation est beaucoup plus fluide, on évite effectivement la fuite de compétences, puisqu'on a des collaborateurs, on a des talents qui s'en vont, et c'est bien normal, hein, c'est le jeu. Mais l'idée, c'est qu'on puisse anticiper un maximum, pouvoir prévoir tous ces temps d'échange et de formation et de transmission des compétences. De ne pas perdre d'informations clés. Exactement. Exactement. Alors, on a fait un petit peu le point sur la situation actuelle. Maintenant, si on regardait un peu vers le futur, Camille, quelles seraient selon vous les évolutions possibles dans la gestion des départs d'un point de vue réglementaire ou de bonnes pratiques RH? D'un point de vue réglementaire, je pense et légal, on est quand même assez stabilisé. Je crois que Eugénie nous dit qu'il nous reste plus que 5 minutes, donc je vais essayer d'être synthétique. Je vais être discrète en tout cas. Je ne vois rien. Je pense que les évolutions viendront des branches, un petit peu comme le droit à la déconnexion nous est venu de Syntec. Je pense que les évolutions viendront des branches et que dans quelques temps, certaines branches, notamment Syntec, Numéum en tout cas il réfléchit, à mettre en place, en tout cas à inciter, voire obliger les entretiens d'offboarding, en tout cas les entretiens de départ. Ouais. Donc je pense que ça viendrait plutôt des branches. Ouais. Très clair. Alors, je vais vous poser une dernière question. On aura quand même une petite session de questions-réponses. Donc, ma dernière question s'adresse à toutes les deux. Quels sont pour vous les freins qui empêchent encore certaines entreprises d'investir dans un offboarding structuré et comment pourrait-on lever ces freins? Donc en gros, pour simplifier, c'est si vous deviez convaincre une entreprise hésitante à structurer son offboarding, quel serait votre principal argument? Je commence par vous, Laura. C'est un avis tout à fait personnel, mais je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup à s'intéresser à l'onboarding parce qu'on se dit que c'est vraiment le moment phare, comme on l'a répété en introduction, et il faut vraiment impliquer le collaborateur, cette période de pré-boarding qui est hyper importante, et on oublie que le collaborateur part. C'est vrai que quand on est dans une entreprise, on se dit on va le bichonner quand il arrive, et quand il part, il part, donc il nous sert plus à rien. Je parle un peu vulgairement, mais c'est un peu ça. On a pas encore ce réflexe de se dire mais il peut encore parler de l'entreprise, il peut être cette fameuse notion d'ambassadeur que j'évoquais tout à l'heure, et peut-être aussi que certaines entreprises craignent justement de ce qu'on pourrait dire. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui incitent les collaborateurs, vraiment une action d'inviter le collaborateur partant à dire laisse-nous un avis sur Glassdoor. Je prends cet exemple-là, et il y en a d'autres. Peut-être parce qu'on se dit oulala, on ne sait jamais ce qui peut se dire, etc. J'ai pas envie de prendre de risques. Alors c'est mes hypothèses, il y en a peut-être d'autres, mais je me dis c'est peut-être ça qui freine aujourd'hui les entreprises à réfléchir pleinement sur le offboarding. Parce que quand on parle départ, en fait le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire peut-être licenciement, retraite, mais on ne se dit pas que le collaborateur il part tout simplement parce qu'il a envie de se mettre au vert et qu'il a eu très bon rapport avec son manager, avec ses collègues, avec l'entreprise en elle-même, et qu'il a juste envie d'avoir un projet personnel autre. Très clair. Est-ce que Camille, vous avez une idée sur le sujet? Moi, je pense qu'on parle beaucoup d'expérience collaborateur, de marque employeur, et que si on va pas jusqu'au bout et qu'on se demande pas pourquoi le collaborateur part et qu'on bichonne l'onboarding mais pas l'offboarding, finalement il nous manque une grande facette de la lecture. Les ingénieurs aiment bien parler de post-mortem pour tout ce qu'ils font. Je pense que le produit de chez Work-Hello en parle aussi beaucoup, et je pense que c'est important d'avoir une vision holistique pour faire de la marque employeur, de l'expérience employeur, quelque chose de véritablement vécu et pas seulement cynique. Et si on va pas jusqu'au bout, ça peut le faire. Je pense que un des principaux freins, c'est vraiment le manque de temps des RH, parce qu'en fait, au-delà du fait qu'on a
on n'a pas le temps. Je pense vraiment aujourd'hui que les RH n'ont pas le temps d'ouvrir le sujet parce qu'il est très grand. Quand est-ce qu'on fait l'entretien? Est-ce qu'on le fait avant la sortie? Est-ce qu'on le fait 3 mois après la sortie? Comment ça s'organise, etc. En fait, ça pose quand même beaucoup de questions. Les RH n'ont pas le temps, je pense, et elles ouvrent pas le couvercle. Donc moi, je pense que je dirais aller au bout et donner du temps à vos RH pour qu'elles puissent travailler de façon holistique et vous accompagner sur ces sujets. Ouais. Très clair. Merci beaucoup. Je vais conclure juste pour expliquer et rappeler dire qu'un offboarding bien structuré, on l'a compris, ce n'est pas simplement une checklist administrative qu'il faut cocher. C'est au contraire une opportunité de fluidifier la transition, la transmission d'informations clés. C'est aussi l'opportunité de préserver la marque employeur et la réputation. Je rappelle que les entreprises avec une bonne marque employeur diminuent de 43% leur coût d'acquisition talent, donc c'est important. L'onboarding, c'est aussi l'opportunité de limiter les risques juridiques et administratifs liés au départ des collaborateurs. Et donc, même dans certains cas, et Laura en a beaucoup parlé, c'est aussi la possibilité de se quitter dans de bons termes avec les collaborateurs qui vont devenir donc des ambassadeurs, pourquoi pas même des clients, et voire même revenir, donc les fameux employés boomerang. On a une étude de RH Line de 2024 qui a pu établir que 54% des entreprises ont déjà eu des salariés boomerang, d'où l'intérêt de se quitter dans de bons termes ou dans les meilleurs termes possibles, donc même dans les cas de licenciement. Voilà, donc j'ouvre le moment des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Et nous sommes ravis d'y répondre. Oui? J'y répondrai, t'es pas parent. Je crois qu'on avait regardé le nombre de parcours qu'il y a dans Workello. Je dirais une quarantaine, je crois. Tout confondu par contre. On est vraiment sur tous les motifs confondus. Et dans Workello, vous avez que certains motifs forcément. Alors dans Workello, on a essayé de mettre... on les a quand même, comme je disais, on a 8 parcours. Normalement, tous les parcours sont dans Workello. Tous les parcours de départ, quel que soit le motif, sont dans Workello. Après, il faut savoir, nous, là, on en a de mémoire, je peux revérifier sans problème, mais on en a une quarantaine. Il faut savoir qu'on a le parcours onboarding depuis septembre 2024. Ça peut paraître beaucoup en si peu de temps, mais on a tous les fins de contrat d'apprentissage dedans. Et comme on a forcément un grand taux de roulement dès qu'un apprenti s'en va, hop, on en embauche d'autres derrière, donc ça peut paraître important en un laps de temps si court, mais ça s'explique. Et vous arrivez à embarquer sur des départs plus compliqués le salarié pour qu'il se connecte et qu'il fasse la démarche, ou c'est compliqué? Non, c'est compliqué forcément. Forcément, c'est compliqué. La démarche? Oui, alors l'avantage encore une fois, c'est qu'on avait le onboarding avant. Donc ces collaborateurs-là ont connu Workello dans ce parcours qui est plutôt positif pour le coup. Voilà, donc ils connaissaient l'outil, ils connaissaient la philosophie. Donc c'est vrai que quand on leur dit, voilà, on va mettre en place le même principe, mais pour votre départ, ça facilite grandement les choses. Si c'est juste le offboarding sans l'onboarding, je ne sais pas comment ça aurait pris. Honnêtement, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais oui, on a des collaborateurs, effectivement, quand ça ne se passe pas bien, on n'a pas forcément toutes les infos, mais on le sait. Et autre question, est-ce que du coup vous profitez de la plateforme pour leur mettre à disposition les fameux documents de fin, ou est-ce que c'est le moyen de faire juste le rendez-vous pour leur remettre? Non, un maximum d'informations et de documents. Alors pas le solde de tout compte, voilà, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Merci. Donc on est dans une démarche vraiment où on continue à brainstormer. Mais on met énormément d'administratifs dans la plateforme, tout ce qui peut faciliter la vie de notre équipe administration du personnel et paye. Et une dernière question. Excusez-moi, je me prise un peu. Je vois bien donc l'intérêt pour la mine, éventuellement le PR. Vous avez qui d'autre comme acteur finalement dans ces parcours de sortie en dehors du RH et du collaborateur? Est-ce que vous avez d'autres profils qui sont intéressés à... Toutes les équipes qui vont intervenir dans la récupération du matériel informatique, donc l'informatique, les moyens généraux pour tout ce qui est badge. Alors toute l'équipe aussi qui va gérer, j'en parlais tout à l'heure, pour notre population qui est logée,
toutes ces équipes-là qui vont permettre d'enclencher toutes les démarches pour libérer le logement. Le manager, la RH, forcément le collaborateur. Et non, pour moi, c'est tout. Le véhicule peut-être aussi. Oui, exactement. C'est les moyens généraux qui les gèrent également, ouais. Tout ce qui est véhicule de gestion. Un vaste choix d'acteurs sur le parcours de l'onboarding. Ouais. D'accord. Sur le onboarding, c'est beaucoup plus limité, donc c'est Le onboarding, on a en plus les parrains marraines. Et puis après, on a tous les collaborateurs qui doivent intervenir dans des présentations diverses, la démarche ISO, la RGPD, voilà. Oui. Il s'est passé combien de temps entre le lancement du projet et le premier parcours de offboarding lancé en production? Il s'est passé, je pense, moins de 6 mois à partir du moment où... Déjà, avec l'expérience onboarding, c'est allé beaucoup plus vite parce qu'en termes de paramétrage, on était déjà bien formés sur la plateforme. Donc il a fallu qu'on fasse quelques réunions de travail en se disant... En fait, il faut réunir toutes les parties prenantes autour de la table et se dire, bon, quelles sont toutes les infos, documents, tâches dont vous avez besoin, on les ordonne, ça, moi, il faut que ça ait lieu au moins 15 jours avant, ça peut être le jour J, etc. Et puis ensuite, on fait le fameux test, voilà. Et puis après, ça se lance immédiatement. Dans un autre registre, on met en place le cross-boarding, là, après, on sera au complet. Et là, on va le lancer, on a une collaboratrice qui est en pleine mobilité, donc je l'ai appelée, je dis, tu veux être notre cobaye? Elle dit oui, hop, ça y est, c'est parti. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, nous pouvons donc décider que c'est terminé. Merci beaucoup, Camille, Laura. Merci beaucoup.